Le cercle RH, notre débat quotidien pour parler aujourd'hui des violences au travail. On va bien sûr parler des violences physiques, on va en parler, elles existent, elles sont là, mais on parlera aussi évidemment des violences psychologiques. Tous ou presque avaient connu dans votre carrière professionnelle un moment de violence psychologique. On parlera du harcèlement. Est-ce la même chose? Et on va faire le point avec deux chercheuses qui travaillent sur ce sujet et qui enseigne. Marina Bourguin, merci d'être avec nous. Je dis merci parce que vous arrivez toutes les deux, on en parlera de loin, vous arrivez de Clermont-Ferrand et vous êtes sur notre plateau, c'est un vrai plaisir. Enseignante chercheuse à l'ESC Clermont-Ferrand Business School et vous avez remporté un prix, le prix du meilleur cas de gestion des ressources humaines décerné par l'AGRH, référence RH pour le cas Catwalk. Voilà, ensemble, avec Sabrina Pérugien. Et ce qui me permet de faire la transition, car Sabrina Pérugien est avec nous, maître de conférence en GRH et management à l'université Savoie-Mont-Blanc USMB. Tout à fait. Vous êtes à Annecy, pour être extrêmement précis, et vous partagez ce prix. J'imagine que ça fait extrêmement plaisir. D'abord, toutes les deux, parce que vous vous connaissez, vous interagissez sur ce sujet. Pourquoi avoir choisi cette thématique de la violence au travail? Parce que ici, sur ce plateau, on parle beaucoup de harcèlement moral, de harcèlement sexuel. On a fait d'ailleurs des émissions. Pourquoi avoir une vision plus globale encore autour de la violence au travail? Elle existe, cette violence? Allez-y. Tu veux peut-être démarrer sur Sabrina? Oui, tout à fait. Oui. La violence. Alors, ce sujet, c'est vrai il est venu à nous. En fait, on a commencé à s'intéresser aux injustices dans l'emploi et on voulait voir en fait les comportements de type courageux, des actes en fait pour se dresser contre l'ordre établi, contre des comportements qui paraissaient difficiles à soutenir. Qui viennent à vous, c'est-à-dire que des gens viennent exprimer leur souffrance. Dans le cadre d'entretiens, en fait, on a mené en fait des entretiens et alors qu'on s'intéressait aux situations de courage en fait face à l'injustice, on a découvert en fait l'envers du décor. Cône inversée. Voilà. Les situations de violence. Alors, voilà, vous aussi, vous êtes d'accord, ça vient à vous. Voilà, ce qui était important, c'est de s'apercevoir le niveau et la prévalence en fait de la violence et le fait, ce qui nous a le plus marqué et choqué, c'est pour ça qu'on a voulu aller vers les étudiants, c'est le silence en fait qui entoure à la fois la personne autour d'elle, il y a souvent pas beaucoup de soutien. Au niveau de la GRH, il y a souvent aucune réponse, voire des réponses qui sont peut-être malhabiles, comme on déplace soit la victime, soit l'agresseur. Fréquemment. Et au final, en fait, on remet pas en cause. On met la poussière sous le tapis un petit peu. C'est ça. On remet pas en cause ni l'organisation du travail, ni ce qui peut provoquer ces faits-là. Deux chercheuses récompensées. La violence au travail, c'est quoi sa définition, pour qu'on y voit clair? Parce que j'ai commencé par les violences physiques, puis ensuite les violences psychologiques. Alors, les deux sont liés, parfois? Si tu veux, ouais. Bon, allez-y, partagez-vous la parole. Côté, en fait, au chronomètre, attention. Hein. D'accord. Si on regarde du côté de l'Organisation internationale du travail, on est sur des actions. Alors, on va citer la Convention 190 parce que la France ne l'a pas ratifiée. Alors ça, c'est un point aussi sensible en France. Donc cette convention indique que toute action, tout comportement, tout incident qui a, je vais donner exactement, en fait, qui s'écarte d'une attitude raisonnable, constitue ou par lequel une personne en fait est attaquée, menacée, lésée ou blessée dans le cadre ou dans le fait direct de son travail, constitue une violence au travail. Et ça, c'est issu du code de l'Organisation internationale du travail. Alors, c'est pas un code, c'est une convention. La convention. Donc, c'est issu de cette convention. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est assez récent. Hein, c'est une convention qui date de 2019-2020. Pourquoi c'est pas encore ratifié par la France? Je pense qu'une des raisons, c'est que la définition est large, très large, plus large que ce dont on a l'habitude. Ce qu'il faut savoir en France, c'est qu'on a déjà eu des prises de position au niveau européen. Par exemple, les partenaires sociaux ont signé un début d'accord national sur les violences au travail. Par exemple, une obligation d'affichage que vous ne tolérez aucun comportement violent dans l'entreprise. Donc on acte par un document qui est affiché dans l'entreprise. Absolument. D'accord. Une obligation de prévention sur justement la violence au travail. Mais ce dont on s'aperçoit dans les faits, c'est que les entreprises ne s'emparent pas suffisamment du sujet et que lorsque les personnes se trouvent en situation agressée, peut-être par l'extérieur, ça peut être un usager ou un client qui peut agresser. C'est de plus en plus fréquent dans la relation de service au client. Ou un manager, un salarié ou entre salariés, et la situation est que les personnes se sentent démunies. Et ça, c'est plus acceptable aujourd'hui. Marina, Sabrina, quelques chiffres qu'on y voit clairs, je pense que vous les validerez, qui sont issus justement de l'OIT, de l'Organisation internationale du travail. 1 personne sur 5 victime, vous l'évoquez, durant sa vie professionnelle de violence au travail. 17,9% de personnes soumises à des violences
psychologiques et 8,5% de ces personnes soumises à des violences physiques et enfin 6,3% de ces personnes victimes de violences sexuelles. Là encore une fois, les mots ont un sens. Dans le langage commun des RH ou des experts qui viennent sur ce plateau, ils nous parlent de harcèlement. Harcèlement sexuel, harcèlement moral. Vous êtes beaucoup plus cash, vous parlez de violence, Sabrina. Enfin, ce ne sont pas les mêmes mots. Non, ce ne sont pas les mêmes mots et en même temps, dans la violence, on inclut en fait le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral. Dans la violence, on peut avoir des menaces, des gestes un peu forts, un peu spectaculaires. Dans le cas en fait que nous on met en fait en scène et qu'on propose aux étudiants, on a en fait une situation de violence qui se traduit par en fait une agression. C'est-à-dire que le chef d'atelier, en fait, on est dans un atelier de couture, le chef d'atelier balance en fait un ciseau de coupe, mais c'est 40 cm en fait de longueur, de nature à estropier quelqu'un. Et en fait, ça, c'est une violence aussi dans l'emploi. Bien sûr. Donc, c'est pas du harcèlement parce qu'il n'y a pas répétition. Okay. Mais c'est un geste de violence. Mais c'est un geste de violence. Vous avez raison, dans certains sites industriels, dans des usines un peu artisanales, il peut arriver qu'un marteau vole, qu'un boulon traverse l'atelier, on est d'accord. Tout à fait. Ça, vous l'avez. Ça peut être une injure. Une injure. Pas forcément un caractère ni sexiste, ni racial, etc. Mais humiliant pour le salarié. Voilà, devant les autres ou pas. Mais sauf que, excusez-moi de rentrer dans le détail, parce que vous avez fait presque un travail de sociologue, vous êtes des chercheuses, vous êtes des enseignantes, mais ce que vous avez fait dans cet échange, c'est de la sociologie. Vous avez écouté, vous avez recueilli sans guider. Il y a un tabou sur ce sujet, parce que celui qui est victime de cela, un, il s'en vante pas, deux, c'est souvent parce qu'il a fait une bêtise, il s'est trompé de code de taille, enfin il a fait une bêtise, qui ne justifie pas cette violence, mais il se dit, bon, je me sens un peu coupable. C'est compliqué quand même à gérer. Il y a une personne sur deux qui ose prendre la parole sur ces sujets, et pas forcément dans l'enceinte professionnelle, pas forcément en se référant à un responsable. C'est plutôt un ami, un parent, le conjoint. Et là, on va exprimer, les gens vont avoir du mal à le dire, parce que y a la honte, il y a la crainte en fait aussi de nuire à sa propre réputation. C'est exactement ça. Tout ça va avoir une incidence en fait sur la prise de parole, effectivement. Et sans ramener toujours Freud ici sur ce plateau, mais le sentiment de culpabilité, se sentir coupable et de se dire, après tout, je l'ai bien mérité. C'est les us et coutumes de l'entreprise, parce qu'il y a de ça aussi. Oui, ça va plus loin, en fait, parce que parfois, vous avez vos collègues qui pensent que vous l'avez bien mérité. Exact. Le Schadenfreude. Si on reste... Le cas de Catwalk. Voilà, dans le cas de Catwalk, on a des collègues qui restent silencieux, et derrière, il y a quand même une forme de jouissance, en fait. Le Schadenfreude, c'est une émotion un peu jouissive, à voir l'autre souffrir. En voyant l'autre souffrir. Absolument. Ça, c'est absolument terrible, et ça nous est tous arrivé. C'est-à-dire une espèce de scène d'humiliation où on voit qu'autour... C'est pas moi. Voilà, c'est pas moi, ça passe à côté. On n'a aucun soutien. Et donc, ça génère encore plus de violence psychologique. Concrètement, là, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes face à des étudiants. Donc, ce sujet, vous le portez, vous en avez été récompensé. Il y a d'abord la pédagogie auprès des étudiants, puis il y a aussi quand même, là, on est regardé par des DRH qui nous écoutent et qui viennent. C'est quoi? Vous leur parlez à aux DRH, là, aujourd'hui? C'est à eux que vous vous adressez? Voilà, je pense que ce qui est important, c'est d'ouvrir sur les conséquences. Les conséquences à la fois, en fait, pour la personne visée, mais pour tout le collectif de travail, qui est soit témoin oculaire, soit témoin qui apprend que ça se passe. Typiquement, vous avez un désengagement plus ou moins fort, plus ou moins rapide, des arrêts de travail qui sont souvent pas expliqués, vous l'avez dit, il y a un peu cette omerta, même de la part de la personne qui s'est retrouvée en situation. Donc, elle n'explique pas pourquoi elle est en arrêt de travail, c'est ce qui se passe dans notre cas. La personne est en arrêt de travail et il va falloir négocier qu'est-ce qui s'est passé avec un dirigeant et un responsable qui joue le rôle de RH, parce qu'on est dans une petite structure. Souvent, c'est ça. Et c'est souvent l'administratif qui doit gérer. Donc, ces personnes-là ne sont pas au courant de ce qui s'est passé, parce que bien sûr, personne ne s'est vanté de ce qui s'est passé. Omerta, vous avez raison, silence. Voilà, il va falloir arriver quand même à négocier pour arriver à des actions de prévention et de réparation. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que nous, on fait jouer les étudiants autour de ça. Donc, c'est des cas pratiques, pour le coup, de situations que les étudiants vont vivre, enfin, en tout cas, d'analyser et apporter des... Ils vont le vivre. Ils endossent en fait un personnage, en fait. Ils prennent un rôle. Et, jeu de rôle, c'est ce que de dire. Tout à fait, c'est un jeu de rôle. Et en fait, grâce à ça, on leur fait vivre en fait, des émotions, ils doivent apporter des réponses. Ils se découvrent aussi eux-mêmes, ils se rendent compte qu'ils ne sont pas forcément patients, pas forcément à l'aise quand il y a des discussions, des négociations à plus de 2-3 personnes, parce qu'ils sont 5. Et donc, ils se rendent compte que
finalement se faire entendre c'est pas si facile que ça, que d'avoir les arguments qui font mouche c'est pas si évident que ça, et dans le feu de l'action tout ça c'est de nature en fait à développer des expériences, enfin des compétences pour eux en termes relationnels qui sont nécessaires aujourd'hui. Donc ouais. En fait il y a un double cliquet dans votre action, il y a préparer les étudiants à des situations auxquelles ils devront faire face un jour dans leur vie professionnelle, donc ça c'est une vraie formation, c'est de la compétence, puis de l'autre vous vous adressez quand même à des DRH en disant ne négligez pas des DRH ou des secrétaires généraux ou tout simplement des secrétaires administratifs ou managers, ne laissez pas pourrir des situations. Vous dites qu'il y a un enjeu sur la sécu parce qu'il y a des arrêts maladie, il y a les burn-out qui en découlent, il y a des dépressions. Des engagements plus ou moins profonds, plus ou moins longs, plus ou moins collectifs, voilà, qui peut... Et il y a même des études qui ont montré au Canada l'impact négatif qu'il y a sur la famille. C'est-à-dire que vous rentrez chez vous, vous portez ça chez vous. Évidemment. Et ça, c'est très lourd. Et ça a une incidence sur l'éducation des enfants et la relation qu'on a avec sa conjointe, qui peut être d'ailleurs des transferts de violence. Aussi. Parce que cette réflexion-là, il faut l'amener jusqu'au bout. Voilà. C'est un surmenage, une humiliation au travail, et on reporte dans son espace privé ses frustrations. Ce sont des lieux de plus en plus ouverts, en fait, étanches, enfin non étanches en tout cas. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui au DRH? Parce que là, encore une fois, vous avez un recul et une vue panoramique. Le cas Catwalk, c'est un cas français, américain, italien Français, qui va être traduit en anglais. Là, aujourd'hui, on le mobilise au niveau licence et master. Donc je pense que ça c'est important de voir. On a toutes les deux des institutions qui sont impliquées par une vision aussi stratégique à engager pour un monde meilleur. Par exemple, c'est la devise de l'ESC Clermont-Ferrand. Nous on a vocation à effectivement pouvoir former des étudiants du bachelor jusqu'au DBA, des possibilités de faire des thèses, ayant des personnes qui ont vraiment des compétences sociales bien assises. Vous vous adressez à ceux qui un jour seront managers. Absolument. C'est ça votre objectif. C'est de commencer à faire rentrer dans le cerveau de ceux qui un jour auront des postes à responsabilité, une attitude, un comportement, et ils auront évidemment gardé en mémoire ça. C'est ça, Sabrina? C'est ça, mais pas seulement, parce que si on examine en fait les études, dont celle que vous mentionniez tout à l'heure, au niveau de l'OIT, en fait, on a quand même deux profils qui sont quand même surexposés à ce type de comportement. On a les migrants et les jeunes. Donc eux aussi, en fait, ils n'ont pas encore l'expérience, ils n'ont pas encore le recul et ils sont plus exposés en fait à ces types d'agissements violents dans l'emploi. Donc il faut aussi les préparer à décrypter, à décoder les situations qui peuvent s'appliquer à eux. Les plus fragiles, en tout cas, ceux qui n'ont pas la force, en tout cas, de résister. Quand même sur les chiffres que l'on a de l'OIT, qui est un organisme, vous l'avez cité tout à l'heure, la France n'a pas signé cet article, n'a pas ratifié la convention 190 pour être précis. On a les mêmes chiffres côté ANDRH, parce que est-ce que c'est les mêmes chiffres entre l'OIT ou entre ce qui ressort réellement des entreprises et ce que nous dit l'OIT? Je crois qu'il y a un écart. Ouais, alors on a quand même des chiffres par exemple NVF ou les conditions de travail de la DARES, et on voit là aussi il y a une différence au niveau des sexes. Il y a 20% des femmes qui dans les 12 mois précédents ont été en emploi au moins 4 mois qui déclarent avoir subi au moins un. Alors souvent, ce sont des choses qui sont même différents types de violences au travail. 17% des hommes. Il nous reste 5 minutes. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Vous formez, vous accompagnez dans vos structures respectives, Clermont-Ferrand ESC, l'école du Mont-Blanc, qui ne se trouve pas qu'à Annecy. D'ailleurs, il y a plusieurs sites, il faut être précis. Il y a 2 campus. Il y a 2 campus. On fait quoi? Qu'est-ce que vous préconisez? Que les DRH viennent aussi faire vos formations avec les étudiants, je ne sais pas. Allons jusqu'au bout de l'histoire. Non, mais c'est possible. On propose des formations continues dans nos établissements. C'est pas bête, ça. Donc, l'idée, c'est qu'on va intégrer ce jeu. Alors, c'est bien parce que de façon ludique, on prend possession aussi. Ça, par exemple, un DRH va pouvoir prendre le rôle d'un responsable CGT Textile. C'est excellent pour eux, d'être aussi de l'autre côté de la table de la négociation. Ils ne connaissent pas les attentes des différents partenaires, et puis on compare à quoi les équipes sont arrivées. Donc on sait aussi à la fin de 45 minutes, on a dans un temps très contraint, on a la possibilité de voir si certaines équipes sont allées plus loin que d'autres et pourquoi. On peut débriefer aussi derrière. Qu'on soit précis, les étudiants qui vont jouer ce rôle du méchant ou de celui qui agresse, et puis il y a celui qui va être agressé, ils ont un texte précis qui est très cadré. Enfin, c'est du théâtre. Oui, mais attention, ceux-là, ils ne sont pas présents. Et c'est ça qui est à mon avis, qui est le plus important pour nous. C'est-à-dire que l'agressé et l'agresseur ne sont pas à la table de la négociation. C'est ça. D'accord. On est en train de réfléchir à ce qu'il faut mettre dans l'entreprise. C'est après, c'est l'aval. C'est ça. Donc on n'a pas vécu la scène de violence, mais en tout cas, ceux qui sont
dans la salle, récupèrent les conséquences de cette scène de violence. Absolument. Dont on leur décrit, j'imagine, les traits. Voilà. Et là, entre une négociation. Absolument. Entre qui et qui ? Alors, entre la direction de l'entreprise, voilà, le DAF, directeur administratif financier, puis il y a 3 salariés, en fait, côté salarié. Donc on a un délégué syndical. Bien sûr. Ensuite, on a le témoin. En fait, le témoin direct de la situation, et un autre salarié qui va être rapidement nommé, qui sera finalement le porte-parole, le délégué du personnel. Donc on a en fait 3 personnes, côté salarié, de côté employeur, et c'est là que la discussion... Et ce qui est intéressant dans vos scénarios, parce que c'est une forme de scénario qui est écrit, l'aboutissement c'est quoi ? On arrive à quoi ? Le salarié, comme vous le disiez, on met un peu la poussière sous le tapis, on le met dans un site à 100 km. Pas du tout. Ça dépend. Non mais c'est ça, je vous provoque un peu. Parce que si c'est pour aboutir à ça, je me dis, bon... Absolument pas. Dans l'ensemble, vraiment, il y a un travail sur les sanctions. Donc, voilà. Donc reconnaître la faute de l'autre. Voilà, absolument. Compliqué. Mais normalement, et en même temps, on est sur des dilemmes managériaux. Oui. Ah oui. En même temps, on est dans une cas de transmission d'entreprise. Donc celui qui est auteur en fait de l'agression, on en a besoin a priori. Pour le devenir. Donc on ne peut pas s'en séparer. Donc on ne sait pas comment gérer. Donc c'est tout ça en fait, c'est un équilibre qu'il faut trouver. Voilà. Et il y en a qui sont très frustrés, qui disent non, on ne reprend pas le travail parce qu'on est dans un débrayage. Voilà. Donc on ne reprend pas le travail tant qu'on n'a pas ce qu'on souhaite obtenir. Encore une fois, on voit beaucoup dans les études aussi des salariés qui souffrent parce qu'il y a un manque de sens à leur travail et un manque de reconnaissance. Et on en vient aussi à cela. Si le patron de l'atelier qui a acheté le boulon, qui a été violent, s'il y a une reconnaissance des faits, si celui, dans vos scénarios, si celui qui a commis ce geste se dit, fait un pas de côté et dit oui, j'ai fait une bêtise, je m'excuse, est-ce que ça fait avancer le schmilblick ? Alors je pense pour les équipes, c'est déjà très important. C'est aussi une prise de conscience de l'agresseur, parce que lui aussi, souvent, il va un peu tendance à faire le blackout. Il faut qu'il sache qu'à partir de maintenant, il va être surveillé, en fait, à la fois par un collectif, il est moins fort que le collectif, il peut être mis dehors si jamais ça se reproduit, il sait qu'il va être surveillé par sa hiérarchie. Et donc ça, c'est des choses importantes qu'il faut mettre en avant, je pense, sur une négociation qui est concertée. Mais je vous coupe, mais Sabrina soulève un vrai sujet, c'est que quand c'est le patron ou celui qui vient de vendre l'entreprise, à qui est capable de dire à quelqu'un, tu as besoin d'être accompagné parce que tu es trop violent, tu as besoin d'être accompagné parce que tu bois trop, enfin je ne sais pas, il y a 1000 raisons qui font qu'on peut être violent. Comment on fait avant de nous quitter ? Absolument, c'est délicat, vous disiez, notre message aussi pour les DRH, il y en a qui sont dans des conflits de valeurs et dans des tensions de rôle. Certains DRH se sentent démunis, en fait, quand c'est le patron qui commet effectivement l'agression. Comment faire ? Si je parle trop, je peux aussi... Mais moi aussi, je peux sauter. Donc ça commence à devenir dur, en fait. Donc c'est vrai que ça aussi, on ne minore pas. Et c'est un vrai point, en fait, de vigilance. Et on en a conscience, ouais. Marina, une conclusion, parce qu'on arrive à des points de limite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution magique dans cette affaire. Mais la conclusion, je pense que vraiment, nous, notre rôle, c'est sensibiliser. Ça, c'est votre énormément, action. Voilà, les jeunes, et puis aussi en étant ici sur le plateau, les DRH, voilà, de dire que on est là, on le fait ça aussi de manière ludique, mais de manière complète. On n'est pas en train de faire un cours magistral. Oui, c'est pas un cours, on a bien compris. Voilà, on veut vraiment que les gens s'immergent dedans. On veut s'emparer de ce sujet, et on pense que c'est un sujet vraiment en France, c'est pas acceptable. Tu disais, je crois qu'on est avant-dernier sur les chiffres. On n'est pas bon. La France, c'est pas bon. Vous évoquiez évidemment cet article 190 de la convention de l'OIT. Voilà. Et ça, c'est important aussi de le signaler. Ça, c'est de la macro-juridisme, c'est important de le dire. Voilà, je pense que les entreprises qui veulent parler du bien-être au travail, il faut qu'elles commencent à être très carrées sur ces questions de violence au travail. Il faut l'expliquer, il faut l'afficher, il faut en parler pour éviter, il faut attraper les gens. Faire tomber les tabous. Et sortir de la silenciation de ces comportements aussi, de la mise sous silence de tout. Oui. Merci, mesdames, de nous avoir éclairé sur ce sujet. Autour des violences au travail, on n'a pas utilisé ou très très peu le mot harcèlement. On parle bien de violence, mais c'est important de mettre ce mot-là. Merci Marina Bourguin. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je pense que c'est important de dire que les écoles de gestion, les IAE s'impliquent sur ces questions-là. Tout à fait. Et que les étudiants sont ceux qui dirigeront la France de demain. Voilà. En tout cas, les entreprises, à minima. Et qui feront prendre conscience à leurs DRH et à leurs dirigeants. Mais d'ailleurs, ils seront peut-être des RH. Merci Marina Bourguin, enseignante-chercheuse ESC Clermont Business School, avec ce cas récompensé avec Sabrina Pérugien, maître de conférence en GRH et Management, Université Savoie-Mont-Blanc, USMB. 2 institutions, 2 écoles qui forment leurs étudiants. Venez, vous les DRH, il y a de la formation continue. Absolument. Allez donc. Annecy, c'est joli, Clermont aussi. Comme ça, je ne vais pas me faire taper sur les doigts, évidemment. Merci à vous, mesdames. On termine avec une DRH, la DRH d'Alstom qui vient
bien, nous parler de la manière dont son entreprise s'est transformée, justement. On l'accueille, et c'est dans Fenêtre sur l'emploi.